Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice classique de l'analyse du circuit sinusoïdal. Et là, pour but, cet exercice est de vérifier la compréhension de la loi d'Ohm en régime sinusoïdal, le calcul de l'impédance complexe et l'application du théorème de Bouchereau afin de calculer les puissances. Le schéma représente donc une charge monophasée composée d'une résistance R1 en parallèle avec une impédance composée d'une bobine ou bien d'une inductance en série avec une autre résistance. Et cette résistance ou bien cette impédance monophasée, elle est branchée en parallèle avec une source de tension V de valeur efficace de 230 volts et de fréquence 50 Hz. Cette fréquence généralement nous aide à calculer l'inductance de la bobine, sachant que la formule est X, la réactance de la bobine est égale L fois oméga, avec oméga ici c'est la pulsation électrique, est égale L fois 2pi F. On fait une application numérique, on trouve qu'il s'agit de 20 10 à la puissance moins 3, la valeur de la bobine qui est donnée ici, fois 2 fois pi fois 50. En général, cette valeur s'agit de 314. Donc on multiplie cette valeur avec 20, donc on trouve 6280. On divise par 1000, la valeur de la réactance, c'est 6,28 ohms. Donc on garde cette valeur pour le futur. Donc on va écrire ici implique 6,28 ohms. Pour la première question, il s'agit de calculer la valeur efficace I1 du courant qui circule dans la résistance R1. Puisque la branche ici elle est composée d'une simple résistance, afin de calculer donc le courant I1 qui circule dans la résistance, on va appliquer donc la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm dit que donc ici on cherche la valeur efficace, donc on va travailler avec la loi d'Ohm des valeurs efficaces. Donc en général, la loi d'Ohm dit que V efficace est égal à la résistance fois le courant efficace qui circule dans cette résistance. Dans notre cas, juste une remarque avant de continuer. Donc si j'écris une notation simple comme V, donc ici je mentionne une valeur efficace afin de mentionner les valeurs maximales. Donc soit on ajoute un chapeau sur la lettre, soit on ajoute un max, soit on écrit tout simplement VM. Sinon, si j'écris simplement un V ou bien un I ou bien un Z, ces trois lettres, donc, elles représentent une valeur ou bien une grandeur efficace. Puisqu'on utilise généralement, plus souvent, donc on utilise dans les calculs les valeurs efficaces et on cherche à trouver les valeurs efficaces, donc on garde les lettres simples pour les valeurs efficaces. Voilà, c'est une remarque. On applique cette loi d'Ohm pour notre première question. Donc au niveau de la résistance, donc le courant efficace I1 est égal, donc la tension, donc la loi d'Ohm dit que le courant c'est la tension divisée par la résistance. Donc la tension ici au bord de la résistance, puisque cette résistance elle est branchée en parallèle avec notre source de tension, donc là il s'agit de la même tension. Donc c'est la tension efficace de la tension V divisée par la valeur efficace de la résistance qui est la même, c'est la même. Donc la valeur efficace d'une résistance c'est la même que
la résistance ou bien la grandeur complexe d'une résistance, puisqu'il s'agit d'une grandeur réelle. Donc on trouve qu'il s'agit de 230 sur 20. Si on fait l'application numérique, on doit trouver qu'il s'agit de 11,5 ampères. Donc la réponse de la première question est la suivante. Voilà, donc il s'agit d'une application directe de la loi d'Ohm en régime sinusoïdal. Maintenant, on passe au calcul de la deuxième question qui demande de calculer le courant, donc le courant efficace au niveau de la résistance R2. Donc le courant efficace I2 est celui-là. Donc I2, il passe par la bobine ou bien la réactance L et ensuite il circule dans la résistance R2 puisqu'ils sont en série, donc ils sont parcourus par le même courant. Afin de calculer cette question, donc on va appliquer donc la loi d'Ohm en régime sinusoïdal. Donc I2 ici est égal donc à la tension aux bornes. Donc on va faire une petite modélisation ou bien de remodéliser ce circuit. Donc ce circuit il est représenté par un autre modèle plus simple. Donc il s'agit d'une tension V qui fournit un courant I. Ce courant se divise entre deux impédances. On a une résistance R1 et une autre impédance composée d'une inductance en série avec une résistance. On peut donc assembler ces deux impédances dans une seule impédance. On peut la nommer donc ZS. Donc le courant I2, c'est le courant qui parcourt cette impédance ZS. Donc afin de calculer donc ce courant, donc il est simple, on applique la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, il dit que la tension, donc le courant c'est la tension aux bornes de cette impédance divisée par l'impédance. Et puisque la tension fournie par le générateur elle est en parallèle avec les deux impédances, donc on peut dire que ici on a V, complexe bien sûr, ici on a V. Donc afin de calculer I2, il suffit simplement de diviser la tension efficace par l'impédance, le module, on ne dit pas l'impédance efficace, mais on dit le module de l'impédance. Donc la formule, on trouve la formule suivante, donc I2 efficace est égal à la tension efficace divisée par le module de l'impédance. Donc on va écrire ZS module. Donc il s'agit de la tension V divisée par la racine de X au carré plus R au carré. Si on fait une application, donc on trouve qu'il s'agit de 230 divisé par la racine de X qui est c'est 6,28 qu'on a déjà trouvé au carré plus 10 au carré de la résistance, on trouve une valeur de 19,5 ampères après du calcul fait. Maintenant, on passe au calcul de la troisième question. Donc pour la troisième question, donc ce que je dois la remarque sur laquelle je dois insister, c'est donc en courant alternatif, il faut éviter d'écrire, puisque ici il est demandé de calculer le courant efficace du courant absorbé par l'ensemble du circuit, ça veut dire de calculer I efficace. Donc il ne faut jamais faire l'erreur. Donc appliquer directement la loi. Il faut éviter d'appliquer donc la loi de nœud sur des grandeurs qui sont efficaces. En général, il faut éviter de faire la somme des valeurs efficaces ou bien la soustraction des valeurs efficaces. Afin d'appliquer donc la loi de nœud, soit on applique la loi de nœud sur les grandeurs complexes, donc I complexe est égal I1
plus I2. Donc cette formule, elle est valable. Ou bien, si on travaille sur les valeurs moyennes, la même chose. Mais écrire que I efficace est égal I1 efficace plus I2 efficace, il s'agit d'une formule qui est fausse. Et peut-être juste dans des cas particuliers, mais dans notre cas, puisque les charges sont différentes, donc il s'agit d'une erreur. Il faut éviter donc de faire cette méthode. Afin de calculer donc cette question, il existe deux méthodes. Donc la première méthode, un petit peu difficile, demande plus de calcul, se base sur cette formule complexe. Donc on va calculer le courant complexe I1 et le courant complexe I2 qui passe par la deuxième impédance. Et finalement on va faire la somme afin de calculer le courant complexe qui passe fourni par notre source. Et finalement on va calculer le module du courant afin de trouver la valeur efficace. Donc c'est la première méthode qui demande plus de calcul. Donc la deuxième méthode qui est à mon avis donc plus rapide donc, dans ce circuit, c'est de représenter donc le circuit sous la forme suivante. Donc il s'agit on va le représenter sous forme d'une source de tension V en parallèle avec une impédance totale. Donc le courant I, c'est le courant qui parcourt toute cette résistance, toute cette impédance. Alors je vais calculer Z équivalente ou bien Z total. Et par la suite, je vais appliquer, comme les deux questions précédentes, donc la loi d'Ohm. Donc ici, donc la première étape, c'est pour répondre, c'est de calculer Z équivalent. Donc Z équivalent, donc il est égal, complexe bien sûr, il est égal à Z1 en parallèle avec XL complexe en série avec une résistance R2. Bien sûr, le calcul doit être fait sur des grandeurs qui sont complexes et non sur des grandeurs efficaces ou bien les modules. Donc il ne faut jamais faire la somme des modules. Donc on doit travailler sur les grandeurs complexes. Donc on trouve que cette formule nous donne, puisqu'on a le parallèle, donc le parallèle d'une deux impédances, c'est le produit sur la somme. Donc le produit de ces deux impédances sur leur somme. Donc on trouve que c'est R1 fois XL, c'est JX, donc il s'agit d'une grandeur purement imaginaire, plus R2, divisé par la somme, c'est R1 plus JX plus R2. Donc si on effectue, si on place par les applications numériques, donc on trouve que c'est 20 fois G 6,28 plus 10 fois, donc ici on a 20 plus J 6,28 plus 10. Donc on trouve, si on fait la somme, il s'agit de, on distribue, donc on trouve la partie réelle c'est 20 fois 10, donc 200 plus J, donc 20 fois 6,28, donc on trouve il s'agit d'une 120 et 40 120 plus 4,5 5,6, donc c'est 125,6 divisé par, donc 20 plus 10 c'est 30, plus J 6,28. Donc pour cela, donc on va
Donc on va après, donc on va calculer donc ici il s'agit de z équivalent. Donc si on cherche donc le module, donc on va effectuer le module. Le module c'est donc z équivalent est égal le module du numérateur sur le module du dénumérateur, c'est le module, donc le module de 100 au carré plus 125,6 au carré divisé par la racine de 30 au carré plus 6,28 au carré. Après toute application numérique, donc on trouve que z équivalente, le module de z équivalente est égal à 7,7 ohms. Donc si maintenant si on applique la loi d'Ohm, donc on trouve que I efficace est égal V divisé par le module de Z équivalente est égal à 230 divisé par 7,7. Donc après tout calcul, on doit trouver que le résultat c'est 29,85 ampères. Ici, il s'agit de la méthode plus facile. Donc, j'ai déjà mentionné que pour il y a une autre méthode qui se base sur la loi de Neu. Ça n'empêche, donc, si vous avez les ingrédients, donc déjà vous avez calculé dans la première question et la deuxième question les grandeurs qui sont complexes. Donc dans ce cas, cette méthode qui se base sur la loi de Neu va être plus rapide. Voilà. Maintenant, on passe au calcul donc des puissances. Juste avant de calculer la quatrième question, une remarque concernant la troisième question, si vous faites la calcul, si vous faites la somme, la somme du courant I1 I2 en efficace, donc on trouve quelque chose qui dépasse les 30 ampères. Par contre, la valeur efficace du courant I ici, donc c'est inférieur à 30 ampères. C'est pour cela donc il est faux de faire la somme des valeurs efficaces. C'est juste une petite remarque. Maintenant, on passe à la quatrième question. Pour la quatrième question, il s'agit de calculer la puissance active et la puissance réactive et finalement la puissance apparente. Donc, il faut garder dans l'esprit que la puissance active elle est consommée seulement par les éléments résistifs. Donc les éléments résistifs sont les éléments qui absorbent la puissance active. Dans notre cas ici, dans notre charge monophasée est la suivante. Donc on trouve deux résistances. Donc la puissance, donc on peut écrire que P est égal P1 plus P2. Donc pour la première puissance, il s'agit d'une résistance parcourue par un courant I1. Donc la puissance consommée par la résistance R1, c'est R1 fois I1 efficace au carré. Donc afin de calculer donc la puissance, on travaille avec les grandeurs efficaces. Donc fois I1 au carré plus la puissance P2 consommée par la résistance R2. Donc puisqu'on a une information sur le courant qui parcourt la résistance, on va travailler avec la même formule. Donc c'est R2 fois I2 au carré. Donc si on effectue donc l'application numérique, c'est 20 fois 11,5 au carré plus 10 fois 19,5 au carré. Après tout calcul fait, on doit trouver une valeur de 6440 watts. Maintenant, donc on va écrire P est égal 6440
watts. Ensuite, si on calcule donc l'énergie réactive, ici au niveau de notre charge, on dispose d'une seule inductance. Alors, donc, on applique la formule de l'énergie réactive dans une inductance qui est Q est égal. Donc, puisque on n'a pas une information sur la tension au bord de l'inductance, mais on dispose d'une information sur le courant qui parcourt donc l'inductance, on va travailler avec la formule. Donc, c'est XL fois I2 au carré. Bien sûr, XL c'est L oméga, mais comme on a déjà calculé L oméga et on a trouvé donc une valeur de 6,28 ohms, donc on travaille directement avec cette valeur. Donc on trouve que c'est 6,28 fois donc 19,5 au carré. Donc on trouve qu'il s'agit d'une valeur de 2390 à peu près var. Et finalement, la puissance apparente, donc on applique la formule de Bouchereau, c'est la racine de P carré plus Q carré est égale à la racine de 6440 au carré plus 2390 au carré. On trouve une valeur qui est égale à 6860 VA. Maintenant, on termine avec la dernière question. Donc, la dernière question demande de calculer donc, le facteur de puissance de cette charge monophasique afin de calculer donc le cos phi. Donc, le cos phi, c'est la puissance active divisée par la puissance apparente de la charge. Donc, c'est la puissance active totale absorbée par la charge. Donc, absorbée par la charge ici, vue par le fournisseur, bien par la source, vue par la source. Donc, divisé par la puissance apparente absorbée par cette charge. Dans notre cas, donc, il s'agit d'une puissance active de 6440 watts divisé par une puissance apparente qui est 6860. Après tout calcul fait, on trouve une valeur de cos phi de 0,93. C'est le cos phi de cette charge. C'est un cos phi qui est élevé, un bon cos phi. Donc, merci pour votre attention et bon courage dans vos études. Merci.